Bienvenue dans Assurance en coulisses, le podcast qui donne la parole aux acteurs du secteur de l'assurance. Moi, c'est Antoine Gandois, spécialisé dans le reporting Solvabilité 2 et comptable. Dans ce podcast, nous mettrons en lumière les professionnels du secteur de l'assurance en mettant en avant leur métier, parcours, synonymes de réussite ou d'échec. Nous aborderons également les faits d'actualité et les enjeux dans un secteur qui ne cesse d'évoluer au quotidien. Bonne écoute à tous. Bonjour, bienvenue dans Assurance en coulisses, le podcast qui donne la parole aux acteurs du secteur de l'assurance. Je suis très heureux pour ce premier numéro d'accueillir Thomas. Thomas que je connais depuis longtemps, parce qu'on a commencé ensemble à travailler dans le secteur de l'assurance, de la mutuelle Carac, on était alternants. Donc bienvenue Thomas. Bonjour Antoine et merci pour cette invitation et honoré de réaliser ce premier podcast avec toi. Merci en tout cas à toi de venir et d'être présent. Pour débuter ce podcast, moi je te connais très bien, mais pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais te décrire la façon dont tu le souhaites ? Donc comme tu l'as dit, je travaille dans le secteur de l'assurance depuis maintenant plus de 10 ans. Si je dois parler de moi, je suis un passionné de sport et notamment de football depuis tout petit. Je pratique également du padel. Est-ce que tu pourrais décrire ton métier ? Voilà, c'est vrai que la base de ce podcast aussi, c'est pour parler des acteurs du secteur de l'assurance. Tu es toujours resté dans le même milieu, dans le même secteur, dans l'assurance. Tu as eu quelques parcours où tu as fait du contrôle de gestion, contrôle interne aussi, il me semble. Tout à fait. Et là, maintenant, tu t'es lancé dans le conseil. Alors, je ne sais pas si tu pourrais décrire ton métier. Aujourd'hui, je suis consultant dans un cabinet de conseil. Pour faire rapidement, en tout cas pour résumer mon métier, c'est que j'accompagne des organismes d'assurance dans leurs problématiques de conformité, de gestion des risques, d'audit et aussi de gouvernance. Et le cabinet s'appelle comment ? Coexcel Conseil. D'accord. C'est un cabinet qui a été créé en 2020 par deux associés et j'ai rejoint le cabinet quasiment à la création. Ils l'ont lancé, je crois, en octobre 2020 et moi j'ai rejoint l'aventure en décembre. L'aventure du conseil. Et du coup, au sein de ce cabinet-là, vous évoluez vers des grosses compagnies d'assurance, plutôt des mutuelles ? Notre clientèle aujourd'hui, qui était notre cœur de cible au lancement du cabinet, ce sont essentiellement des petits acteurs. Donc ça va être des mutuelles santé, instituts de prévoyance et aussi des délégataires de gestion. Et l'idée d'aller dans le secteur de l'assurance, parce que là maintenant on parle du conseil, on a fait du contrôle de gestion, tu as commencé à faire de l'alternance, enfin comme nous deux. Comment tu as atterri dans le secteur de l'assurance ? Moi pour ma part, quand j'ai commencé mes études, notamment en tant que master, pour moi, le milieu de l'assurance, je ne connaissais pas du tout. J'ai atterri là-dedans parce que j'ai eu une offre d'emploi dans le secteur de l'assurance. Donc, comment toi, tu es arrivé en fait, dans ce secteur-là ? Eh ben, exactement comme toi. Pour mon Master 2 que j'ai fait en apprentissage, je recherchais un contrat en alternance. L'Université de Nanterre nous avait transmis plusieurs offres, dont celle de la Carac. Donc, j'ai répondu certainement à toutes les offres parce qu'il fallait vite trouver un contrat. Et j'ai eu des entretiens avec la Carac. Et ça a abouti à une embauche assez rapidement. Assez rapide. Donc c'était pour rejoindre le responsable contrôle de gestion de la Carac. Donc j'ai fait 1 an d'apprentissage en contrôle de gestion. Donc c'est vrai que c'était plus un choix professionnel que personnel en fin de compte, parce qu'il n'y avait pas du tout un intérêt ou un attrait. C'était un peu comme toi, le secteur de l'assurance, on le connaît tous, mais à l'époque je ne connaissais pas grand-chose des métiers de l'assurance. Je me suis toujours vu travailler dans l'activité, enfin dans le secteur du sport. Alors pas pour être sportif, mais faire un métier, ça aurait pu être contrôle de gestion dans une entité sportive. Bon, le destin a fait que un club de foot, ça aurait été top. Le destin a fait que je me suis retrouvé dans le secteur de l'assurance. Et pour le moment, je me suis plutôt bien éclaté dans les différents métiers que j'ai pu faire. Et donc du coup, maintenant, ça fait combien de temps que tu es dans le secteur de l'assurance ? Ça va faire 12 ans. C'est 12 ans d'expérience, mais est-ce que tu as des tâches prédominantes du coup, dans tes missions que tu peux avoir pour un peu décrire aux auditeurs ces tâches prédominantes ? Globalement, mes tâches prédominantes, souvent, ça va être accompagner nos clients sur des sujets réglementaires. Alors, ces sujets réglementaires, en tout cas, moi, j'ai pu les traiter de différentes manières. Soit au travers d'audits, soit au travers de la mise en place de cartographie des risques. Parce qu'au travers la cartographie des risques, c'est un sujet réglementaire. Mais avant d'être un sujet réglementaire, c'est un outil de pilotage de décision très
très essentiel au fonctionnement des entreprises d'assurance, et pas que des entreprises d'assurance, mais là en l'occurrence c'est le cas. Aussi au travers soit de mise en place ou d'optimisation de dispositifs. D'accord. Comme j'ai pu intervenir sur, en tout cas accompagner un délégataire de gestion de mémoire qui gérait des contrats de retraite. Et ils n'étaient pas du tout en conformité sur les aspects, en tout cas la réglementation des contrats en déshérence. Je crois que même maintenant on dit des contrats non réclamés. La loi Eckert, là, c'est ça. La loi Eckert notamment, avec Agira 1, Agira 2. Et donc là, on les a aidés en tout cas à se mettre en conformité avec cette réglementation. Pendant ces missions, c'est plutôt des missions de longue durée, de courte durée? Alors la mission que j'ai décrite rapidement juste avant, c'était une mission de longue durée, parce que moi je suis resté un peu plus d'1 an. J'aurais pu d'ailleurs continuer plus longtemps. Mon chef et un autre collègue y sont toujours. Ça va faire, je pense, maintenant 3-4 ans qu'on intervient auprès de cette entité. Mais sinon, globalement, c'est souvent des missions assez ponctuelles, notamment les audits. Hein, c'est des missions qui vont durer 1, 2 ou 3 mois maximum sur ces sujets-là. Et on peut avoir des clients hors audit, mais des clients récurrents. C'est-à-dire qu'on va intervenir avec eux tous les ans, notamment par exemple sur l'accompagnement de fonctions clés conformité. Donc tous les ans, avec eux, on va mettre à jour leur cartographie des risques de non-conformité. On va faire des points réguliers sur leurs différentes thématiques réglementaires pour essayer de leur donner de les conseiller, de leur donner des clés, des points d'optimisation sur différentes thématiques. Et aussi, on les accompagne sur la rédaction de les rapports de la fonction clé conformité. D'accord. Donc ça, c'est un exemple. Effectivement, c'est beaucoup d'interventions, de missions ponctuelles, récurrentes. Et après, il y en a quelques missions sur la longue durée. Mais globalement, c'est des missions ponctuelles, oui. Et tu as des préférences, toi? Tu es plutôt team mission longue durée, team courte durée? Les deux me vont. Parce que courte durée, ça veut dire qu'on fait des choses... on change vite de sujet. On intervient sur des sujets variés. Même si je vais enchaîner 2-3 audits, ça ne va pas forcément être sur le même sujet. J'ai pu intervenir sur des 2 audits LCBFT, réclamation, fraude. Voilà, c'est des sujets variés. Mais aussi, les missions longue durée, souvent, veulent dire qu'on va intervenir sur un sujet spécifique. On va peut-être mener un projet de A à Z. Et ça aussi, c'est intéressant de pouvoir rentrer dans un sujet plus en profondeur et pouvoir intervenir un peu sur tous les aspects d'une thématique. Souvent, on va leur demander de faire des tâches précises à un instant T, pas vraiment d'avoir une vision très large du sujet. C'est vrai que là, quand tu me parles de projet, c'est vrai que là, en étant sur des missions comme ça, ça a un attrait parce que du coup, on va avoir tout le socle, si tu veux. Tout à fait. Je veux dire. Par exemple, là, récemment, je suis intervenu sur une mission à temps plein. Ça a duré 3-4 mois pour une mutuelle en assurance vie. Je les ai accompagnés sur leur business plan et c'était ultra intéressant parce que c'est pas juste une intervention d'1 ou 2 semaines pour auditer leur business plan ou juste regarder une partie, c'était vraiment l'ensemble du business plan, que ce soit son fonctionnement et les hypothèses retenues. Et ça, je trouve que c'est des missions très enrichissantes et aussi qui nous aident à... Moi, je considère apprendre tous les jours et pour moi, c'est une mission qui m'a aidé à me structurer sur ce genre de sujet. Donc, j'aime beaucoup ce type de mission. Oui. Et pendant ces 12 années d'expérience, que ça soit en cabinet de conseil ou au sein de mutuelles ou de compagnies, est-ce que tu as vécu des moments de réussite, d'échecs ou de remise en question? On va commencer par le négatif. On va parler d'abord des échecs et des doutes. Je trouve que c'est comme ça, on finira par le côté positif. Échec, c'est toujours dur d'employer le mot échec. Les périodes de doute, j'en ai eu. Est-ce que travailler dans le secteur de l'assurance, comme je disais tout à l'heure, je me voyais plus travailler dans le secteur du sport. Après, pour le moment, je suis bien dans le secteur de l'assurance. Donc, même si j'ai déjà remis en question plusieurs fois, j'ai jamais fait le pas de changer. Mais en tout cas, je vois pas ça comme un échec, mais plus comme des périodes de doute. Mais je pense qu'on les a tous. Et si je reste sur les échecs, il y a peut-être une mission pour laquelle je n'ai pas pu aller au bout. Et ça, alors c'était pas un échec du coup, parce que c'était pas le projet s'est arrêté, mais moi j'ai dû sortir de la mission pour des raisons, pour différentes raisons. C'était plus des
des remords parce que c'était un beau projet et j'aurais bien voulu aller au bout de ce projet. Sinon, sur la partie réussite, moi je pense que ce dont je suis le plus fier, enfin, tout ce qui sur ma courte carrière, 10 ans c'est quand même pas mal maintenant, c'est j'ai contribué à la création d'une compagnie d'assurance vie et d'un produit d'assurance vie 100% unité de compte, 100% UC. D'accord. J'ai travaillé sur ce projet pendant un peu plus d'1 an. Donc quand je suis arrivé, donc c'était au sein d'une société de gestion immobilière et qui voulait créer son propre produit d'assurance vie. Donc ils ont fait appel à plusieurs personnes qui venaient du secteur de l'assurance, dont moi. Et donc pendant 1 an, on a travaillé sur le dossier d'agrément, sur la mise en place le processus de gestion. On a travaillé avec les équipes commerciales pour réfléchir sur quels seraient les atouts à mettre en avant pour vendre le produit. On a travaillé aussi sur tout l'aspect réglementaire, parce que le secteur de l'assurance, c'est très, 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 très réglementé. Donc même si quand on lance une nouvelle compagnie d'assurance, même si on se considère tout petit, bah non, les contraintes, on les a, donc il fallait aussi les mettre en place. Et donc on a pu aller au bout, parce qu'on a eu l'agrément, on a lancé le contrat d'assurance vie, donc il y a eu on a vendu des contrats, j'ai contribué à l'enregistrement des premiers contrats. Donc ça, c'était un moment franchement super satisfaisant. Et puis même le fait d'être en guillemets, avoir été gestionnaire pendant quelques mois, quelques semaines, ça vous apprend aussi ce genre de métier que moi, je n'ai pas pu faire. Et on se rend compte des risques de ce métier. Parce que beaucoup de gens pensent que être gestionnaire, c'est facile. Non, gestionnaire, c'est pas un métier facile parce que c'est un métier où il faut être rigoureux et c'est ultra redondant. Donc le risque d'erreur peut arriver très vite. Quand vous êtes un gestionnaire, que vous enregistrez 10 souscriptions dans la journée, vous faites ça tous les jours pendant 1 an, même si vous faites des super contrôles, à un moment donné, vous allez vous tromper. C'est humain. J'ai un peu digressé, mais ça, c'est intéressant. Oui, je considère que c'est une réussite collective. C'est pas une réussite individuelle. J'étais assez fier d'être allé au bout de ce projet. Et pour obtenir ce fameux agrément, il y a eu des allers-retours avec la CPR? Il y a eu des allers-retours. Alors, c'était pas moi qui étais en direct, c'était mes responsables et ma collègue qui était sur la fonction clé gestion des risques actuariels, qui était au front, on va dire. Donc oui, il y a eu plusieurs allers-retours parce qu'on n'a pas eu l'agrément tout de suite. Il y a eu plusieurs... Alors, c'est des refus, pas des refus catégoriques. Quand il y a un refus, si vous persistez, vous serez convié à la prochaine... je sais pas comment on appelle ça, mais... c'est une commission, donc à la prochaine réunion de la commission. Je crois que ça a duré presque 1 an. Parce que moi, je suis arrivé un peu après le début des premiers échanges avec la CPR. Et ça a duré presque 1 an. Donc ça a été assez stressant. Surtout pour ceux qui étaient en direct. Et même moi qui n'étais pas en direct, parce que j'avais envie que le projet aille au bout et que la compagnie et le produit prennent vie. Et donc oui, ça a été... un dossier d'agrément, c'est lourd. C'est lourd dans sa rédaction et après c'est les échanges avec les CPR qui sont... il faut être patient. Il faut être patient et persévérant. Je pense que c'est les mots qu'il faut avoir quand on se lance dans un dossier d'agrément. C'est intéressant, je trouve, cette expérience professionnelle, parce que du coup, tu as vraiment une vision globale du sujet, que ça soit monter un nouveau produit. C'est vrai que maintenant, on voit quand même... dans le secteur de l'assurance, la fintech qui monte des nouveaux produits avec un prix qui est quand même assez compétitif par rapport à d'autres acteurs. Et en même temps, tu as une mission, sur d'autres sujets qui n'étaient pas propres à toi, comme tu dis, gestionnaire, où là, c'est vraiment de mettre la main à la pâte, d'avoir le sens du collectif. J'avais lu un article là-dessus où tu avais un directeur général qui, lui, appréciait d'aller vraiment aux côtés de ses équipes et de même faire des missions qui n'étaient pas propres à ses tâches, mais il le faisait pour comprendre le métier et comprendre les difficultés. Mais il a tout à fait raison. C'est vrai qu'en tout cas, en tant que gestionnaire, comme tu dis, c'est pas une mince affaire, surtout quand les process sont pas digitalisés, ou des fois il peut encore avoir du papier, malheureusement. C'est vrai que souvent ça peut être très compliqué. Tout à fait, quand on lance un produit, s'il y a un attrait pour ce produit, il y aura un afflux de demandes. Et donc du coup, de gérer cette demande-là, comme tu dis, ça peut être source d'erreur. Et c'est vrai que de mettre la main à la page, c'est vraiment cool. C'est pas un métier aussi simple qu'on ne le pense. Et donc du coup, là, tu serais prêt de lancer un nouveau produit, quoi.
T'as toutes les capacités pour... pas tout seul. Pas tout seul. J'ai pas cette prétention-là. Mais en tout cas, reparticiper à un projet du même type, ça serait top. Je pense que je trouve que c'est des belles missions. Et ce qui est génial dans ces projets-là, en fait, c'est du développement. Et le développement, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux même pour soi-même, pour apprendre, pour découvrir des nouvelles choses, des nouveaux sujets. C'est des projets enrichissants et je souhaite à tout le monde de contribuer à participer, que ce soit le développement d'un nouveau produit ou même d'une nouvelle entreprise. Je pense que l'entrepreneuriat, je ne l'ai jamais fait et je pense que c'est des super projets. C'est quelque chose qui te tenterait, l'entrepreneuriat ? Je pense que ça tenterait tout le monde. Après, il faut avoir une idée. Quelque chose peut-être aussi qui... avoir une idée ou peut-être une passion qui pourrait nous tendre vers ça. Aujourd'hui, j'ai jamais eu d'opportunité pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça serait top, mais non, c'est pas... Ça n'a jamais été un sujet... ça a pu être un sujet de réflexion par moment, notamment dans les périodes de doute, comme on discutait tout à l'heure. Mais non, il y a jamais eu... j'ai jamais eu l'idée, enfin, en tout cas quelque chose qui m'a poussé à aller vers l'entrepreneuriat. C'est vrai que maintenant, il y a pas mal de montées du freelance. On voit les applications... L'autre jour, j'avais vu un podcast de l'appli Malte qui permet de mettre en relation des conseils, des consultants. Il y en a plein maintenant. Il y a Babylon Consulting, il y en a plein, oui. Donc c'est vrai que maintenant, avant, c'était pas trop démocratisé, je trouvais, de se lancer tout seul en tant qu'indépendant ou en freelance. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus facile, si vraiment on en a l'envie, et de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais ouais, c'est un bon point. Donc c'est vrai que là, tu me parlais de tes doutes et de tes réussites, mais et ton mindset aussi un peu en disant, moi j'ai pas d'échec, c'est qu'un apprentissage un peu de ce que tu disais. Tu l'as développé comment ça ? De toute façon, ce genre de choses, on le développe en étant confronté à ce genre de situation. Parce que souvent, on dit, je suis prêt à faire face à ça, et en fait, le jour où ça t'arrive, tu tombes un peu des nues. Tu apprends de toi-même déjà, tu découvres des facettes que tu ne connais pas. Globalement, moi, c'est vrai que la mission dont je parlais tout à l'heure, où j'ai pas pu aller au bout, je l'ai vécu comme un échec. Mais c'est pas un échec. Parce que, en fait, ce que j'ai vécu, c'est la frustration de ne pas être allé au bout. De devoir m'être arrêté en chemin. Ça aurait été un échec si j'étais le chef de projet et que j'étais allé au bout de la mission, mais qu'on n'est pas allé au bout parce qu'on n'a pas bien piloté le projet, on n'a pas réussi à développer l'outil informatique comme il se devait et qu'on a fini par nous dire stop, c'est fini. Non, là, c'est pas ça, mais pendant longtemps, j'ai ressassé cette mission est restée dans ma tête en me disant c'est un échec, mais non. J'ai fini par me dire ce n'est pas un échec. De toute façon, il fallait pour différentes raisons, il fallait que je m'arrête. Donc c'est comme ça, et je me suis arrêté, et j'ai eu d'autres missions derrière. Donc voilà, la vie continue, et il faut passer à autre chose. Et c'est comme une mission où j'ai appris pas mal de choses. Je suis rentré sur un sujet réglementaire que je connaissais un peu de loin, et que j'ai pu du coup apprendre plein de choses, et mettre en place des process, des outils. C'était... voilà, ça m'a permis d'apprendre de moi-même, et puis d'apprendre un nouveau sujet. Donc c'est vrai que pour toi, en fait, vaut mieux le vivre que souvent, on a pas mal de livres, de podcasts sur le sujet, de personnes qui évoquent en fait que l'échec n'est pas un échec en soi, mais plutôt un point positif pour évoluer personnellement ou professionnellement. Donc, t'as pas eu forcément de livres, ou en tout cas, tu t'étais pas documenté à la suite de ça pour mieux le comprendre. Alors, moi, j'avoue, je n'ai jamais utilisé de livres ou quoi que ce soit pour... T'as pas de recommandations ou autre Non. Déjà, de base, je suis pas très lecture. D'accord. Et donc, c'est vrai que c'est pas mon premier réflexe. Moi, mon premier réflexe, c'est plutôt d'aller en parler. Que ce soit aux collègues, aux amis, ou à un spécialiste, tout simplement. D'aller voir que ce soit un psychologue, un psychothérapeute, il n'y a pas de honte à aller voir ça. Et c'est... Comment dire ça aide de parler. Et surtout de parler à quelqu'un qui est en dehors de votre entourage ou de votre monde professionnel. On est plus gagnant, je trouve. C'est bien aussi d'en parler à ses proches, mais d'en parler à quelqu'un qui n'est pas dans votre entourage, on en tire beaucoup de leçons. Et si tu pouvais te donner un conseil en début de carrière ? Alors, un conseil, si on revient sur les échecs, déjà, sur les échecs, les moments de doute, c'est de ne pas les garder pour soi-même. Il faut s'exprimer, il faut en parler, peu importe à qui, c'est toujours intéressant d'échanger avec les autres. Et donc l'échange, c'est hyper important, que ce soit dans la vie pro que la vie perso. La communication, l'échange, la communication. Être curieux, c'est super important pour
pour aller au bout de ses missions, parce qu'en étant curieux, on apprend, on découvre des choses, et c'est ce qui nous permet d'arriver au bout de notre mission. La rigueur, bon, ça c'est peu importe le métier, la rigueur et l'organisation. Et si on a l'opportunité de le faire, ou en tout cas souvent l'opportunité, il faut se la créer, et que vous avez vraiment quelque chose qui vous passionne, moi je crois qu'il faut y aller. Hein. Surtout quand on est jeune, c'est le moment de prendre des risques. C'est pas plus dur de prendre des risques à 50 ans qu'à 25 ans. Donc allez-y, faut foncer. C'est mon conseil. C'est vrai que la curiosité, elle se développe au début quand tu commences un métier. Tu n'as pas forcément cette curiosité d'aller creuser les sujets, d'aller essayer de comprendre. Pourtant, on est dans un secteur énormément réglementaire comme on l'a vécu. Bon, moi, je suis plus dans la partie reporting réglementaire, solvabilité 2. Donc là, les sujets, si tu les creuses pas à mon niveau, tu n'arriveras pas forcément à aboutir et à sortir les arrêtés. Et tu as eu un peu un mentor ou quelqu'un qui t'a soutenu, qui t'a un peu donné tous ces aspects-là de mindset. Est-ce que j'ai eu un mentor ? Moi, je pense que j'en ai eu plusieurs. J'ai eu de la chance dans la vie pro. J'ai eu plusieurs responsables pour moi que je peux considérer effectivement comme des gens. J'ai appris beaucoup d'eux. Donc effectivement, ils ont pu avoir des influences sur comme tu dis, sur mes idées, sur ma façon de travailler. Donc c'est des gens qui ont été importants pour moi. J'en ai toujours aujourd'hui. Alors maintenant, si je voudrais évoquer, c'est les enjeux de ton métier dans le secteur. C'est vrai que le secteur de l'assurance, il ne fait que d'évoluer. Et donc du coup forcément ça crée des missions pour les cabinets de conseil. Donc je sais pas ce que tu pourrais en parler au niveau des enjeux de ton métier. Alors l'évolution dans le secteur de l'assurance, donc tu as parlé notamment des évolutions réglementaires. Je pense que c'est 75% de notre travail, c'est de la réglementation. Donc les évolutions réglementaires font vivre les cabinets de conseil. En tout cas je parle dans le secteur de l'assurance. Après il y a aussi les évolutions technologiques qui peuvent nous faire travailler. Un cabinet de conseil peut intervenir sur la digitalisation d'un process, l'automatisation, etc. Donc, au final, ces évolutions nous font vivre, mais en même temps, on aide nos clients à se mettre en conformité face à ces évolutions. C'est un peu donnant-donnant. Donc en fait, tu devrais remercier les commissions européennes. Exactement. Même si on n'est pas toujours d'accord avec la réglementation, il y a des choses qui sont, pour moi, qui font du sens. Toute réglementation, le but, c'est de protéger le client final, donc le consommateur. Pour moi, il y a des choses qui font sens. Après, on n'est pas d'accord avec tout. Et comme fait d'actualité, c'est vrai qu'après, souvent dans le domaine, là, on parle de la réglementation. Est-ce que tu as une nouvelle réglementation là qui potentiellement va générer du coup des missions ? Alors oui, la LCBFT, il y a eu tellement de nouvelles réglementations ces dernières années. Je ne sais pas combien de directives il y a eu sur la LCBFT, je ne me rappelle plus. On a eu là un arrêté en 2021, je crois, c'était l'arrêté du 6 janvier d'ailleurs, qui avait fait un peu évoluer notamment la partie contrôle et gouvernance du dispositif LCBFT. Alors sur les choses plus récentes, si on reste sur LCBFT, en 2025, il va y avoir la mise en place de l'AMLA, qui est une sorte d'autorité de contrôle au niveau européen, spécifique à la LCBFT, qui va concerner entre autres le secteur de l'assurance, pas que, la banque, les investissements, les sociétés de gestion, etc. Donc ça, alors, est-ce que ça aura un impact sur mon métier ? Je pense pas que ça aura un gros impact. Eux, ils vont surtout regarder, ils vont superviser les autorités de contrôle et les gros groupes financiers. Pour l'instant, les gros groupes financiers, c'est pas dans notre scope. Et après, tu as parlé de DORA, effectivement, sur la résilience opérationnelle. C'est un peu la dernière nouveauté en termes de réglementation, qui arrive aussi en 2025, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est plus sur la résilience opérationnelle. Je m'en suis pas trop encore beaucoup intéressé, mais ça va venir parce qu'on a des clients qui commencent à nous solliciter sur ce sujet, pour un peu anticiper, mais c'est en gros, c'est sur de la continuité d'activité, de la continuité informatique. Être capable de faire face à des incidents qui pourraient vous empêcher de continuer votre activité pendant plusieurs heures, plusieurs jours, même voire plusieurs mois. La réglementation, le Parlement européen parle notamment des multiples cyberattaques qu'il y a eu récemment, que ce soit sur les acteurs de l'assurance, comme il y a eu je crois qu'il y a eu un prestataire tiers payant qui a été victime d'une cyberattaque. Donc les cyberattaques, il y en a de plus en plus. Alors, que ce soit les hôpitaux, moi j'ai vu une société de gestion être victime d'une cyberattaque, et pendant plusieurs mois ils ont dû travailler sur un process dégradé. Donc effectivement la réglementation DORA, si elle peut permettre de faire un peu activer la mise en place, ou en tout cas l'optimisation, que ce soit des PCI ou des PCA, ça peut être une bonne chose. C'était via Médis.
C'était via Midis. Et du coup, via Midis, ils sont prestataires de beaucoup de mutuelles santé, et ça a eu un impact assez important sur le secteur. C'est vrai qu'on évoquait aussi la LCBFT. En regardant un peu les faits d'actualité en ce moment, en tout cas sur l'année 2023, on a vu que c'était le cabinet Deloitte qui avait fait une rétrospective sur l'exercice 2023, et on voit qu'en fait, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, la globalité en nombre, mais en montant aussi pécuniaire au niveau des sanctions, elle diminue. Bon, ça veut aussi dire que du coup, les compagnies, les mutuelles, les IP se mettent en ordre de marche pour se rendre en conformité, mettre en place un vrai dispositif des risques de la LCBFT. Donc du coup, si je peux dire, tu fais bien ton boulot. Mais merci. C'est vrai que ça tend à se diminuer. Par contre, c'est vrai que ce qui soulève souvent les difficultés ou les griefs de la CPR, c'est plus côté KYC, la connaissance client et les gels des avoirs. On en parlait juste avant en off, mais il y avait eu la mutuelle des Poitiers, par exemple, qui avait été sanctionnée, il me semble, en novembre dernier, sur le gel des avoirs. L'année dernière, Je sais pas si tu as eu des sujets comme ça. Alors, si on parle exactement du gel des avoirs, oui, parce que le gel des avoirs, en fait, c'est une obligation pour tout le monde. C'est pas une obligation qu'on peut... en tout cas, le dispositif qu'on va mettre en œuvre, on peut pas vraiment l'adapter à à la taille de l'activité de l'organisme d'assurance. Vous êtes obligé de cribler vos clients le plus souvent possible pour s'assurer qu'ils ne sont pas sur une liste de gel des avoirs. Donc ça, oui, on y a été confrontés, et c'est souvent qu'on fait un audit LCBFT, parce que comme nos clients, la plupart, c'est des mutuelles santé, le gros point rouge, en tout cas si c'est le cas, c'est le sujet prioritaire à mettre en conformité, ça va être leur dispositif relatif au gel des avoirs. D'accord. Ça ne veut pas dire que la LCBFT, c'est pas important. Ils sont quand même obligés aussi de mettre en place un dispositif LCBFT, mais il est adapté à leur, déjà à la taille de leur activité, puis à leur exposition au risque LCBFT. Une mutuelle santé représente un risque moins important en matière de blanchiment d'argent qu'une compagnie d'assurance vie. Une compagnie d'assurance vie, le risque, il est rouge. Mutuelle santé, il est moins rouge. Plutôt orange-vert. Parce que c'est vrai que dans la rétro de Deloitte, là, on voyait qu'il y avait le gel des avoirs, je crois qu'en pourcentage, ça représentait 16%, et la connaissance client et la vigilance constante, c'était l'ordre de 63%. C'est vrai que c'est compliqué pour les assureurs de garder la connaissance de ton client chaque année, parce que c'est vrai que on contracte un produit. Là, c'est vrai qu'à l'instant T, on connaît, enfin du moins, on doit connaître un maximum les données clients, mais c'est vrai qu'après, dans les années à venir, 30, 20 ans plus tard, est-ce que du coup, tu l'as actualisé ou non? C'est un sujet parce qu'il faut... déjà, c'est un process à mettre en place, qu'il faut, selon votre niveau de risque, en tout cas, le risque plutôt représenté par votre client, une fréquence définie, donc tous les ans, 2 ou 5 ans, peu importe, vous devez le contacter pour mettre à jour ces informations. Et en fait, là où vous êtes confronté à un problème, c'est que souvent, le client, il ne va pas répondre. Parce que lui, ça ne l'impacte pas sur son... ça ne va pas empêcher à son contrat de continuer à vivre. Enfin, lui, il s'en fiche, entre guillemets. Enfin, pas tous, mais c'est là où vous pouvez être confronté à un problème. Déjà, de toute façon, ce qui est important, c'est de faire la démarche. Faire la démarche de « je veux mettre à jour la connaissance client », j'ai mis en place les dispositifs, je trace les échanges avec mon client, donc que ça soit par téléphone ou par... le mieux pour tracer, c'est quand même, ça reste le papier. Courrier ou courriel. Et de bien garder trace de ces demandes de mise à jour avec, bien sûr, des relances. Mais ce qui est compliqué, c'est d'arriver au bout du process. Parce qu'on peut tomber face à un client qui ne veut pas répondre. C'est vrai que ça me rappelle, j'ai des produits chez AG2R La Mondiale. Et c'est vrai, ce qu'ils font, c'est que si tu n'es pas connecté depuis longtemps, tu ne peux pas accéder à tes infos, ou du moins, tant que tu n'as pas mis à jour tes données personnelles. Tant que le process n'est pas trop lourd pour le client, je trouve que ça peut être effectivement une bonne solution. Et pendant tes missions, tu as été confronté à des déclarations de soupçons ou auprès de Tracfin ou pas du tout? Alors, pas dans mon métier actuel. D'accord. Mais quand, dans ma première entreprise, j'ai été, pas longtemps, mais j'étais déclarant Tracfin. D'accord. Donc j'ai réalisé quelques déclarations de soupçons auprès de Tracfin. Et sinon, quand tu fais tes missions
création de nouveaux produits, d'audit interne, cartographie des risques. Qu'est-ce qui te motive en termes de musique? Qu'est-ce que tu as dans les oreilles? Alors ça va dépendre, déjà la façon de la musique c'est comme tout le monde, je crois que ça dépend un peu de votre humeur du moment. Je peux très bien mettre une playlist avec de tout dedans et laisser la playlist faire son travail tout seul, donc dedans il y aura un peu de tout, hein. Il pourra aussi bien avoir de l'électro, du rap, de la variété française. Okay. Ou si vraiment dans une humeur que j'ai un peu en ce moment, c'est un peu je pense le retour des vacances, donc là je suis un peu plus sur des musiques on va dire énergiques. Donc je vais écouter l'électro, du dub, du rap américain. Et dans du dub, c'est quoi l'artiste? Alors j'avoue les noms des artistes, je les retiens pas facilement. Alors j'ai un artiste en tête, un artiste français qui s'appelle Bigaranx. D'accord. Est-ce que c'est du dub exactement? Certainement. Moi c'est de l'électro reggae en tout cas. Et c'est un artiste que j'aime bien et ça oui ça en fait partie de des artistes que j'écoute en ce moment. Je la rajouterai du coup. Alors si il y a un duo qui s'appelle Chase and Status que je te laisse découvrir. Je découvrirai, je la rajouterai dans la playlist. Un peu d'électro pour se motiver. Au réveil, ça réveille bien ça. Et pour finir, tu aurais quelqu'un à me recommander pour un prochain épisode? Alors s'il y a un premier nom qui me vient là à l'esprit, j'en ai deux. Christophe Cuvelier, je l'ai connu dans 3 entreprises différentes. Le deuxième nom c'est Frédéric Gétin. Donc c'est 2 personnes que j'ai connues à la Carac, là où on s'est aussi connus, avec qui j'ai travaillé sur la création de compagnies d'assurance vie. D'accord. Ensemble. Et ensuite, c'est eux qui ont monté le cabinet Coexcel, que j'ai suivi en 2020. Et donc, si, ça pourrait être 2 personnes, je pense, intéressantes que tu pourrais interviewer parce qu'ils ont une longue expérience dans le secteur de l'assurance. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci à toi d'avoir participé à ce premier épisode. Merci à toi pour cette invite. Merci de ta confiance. Et c'est un honneur d'avoir participé à ton premier podcast. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Antoine. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en coulisses.